Comme vous avez su bien le dire, c'est effectivement la taxe sur la valeur ajoutée. Et ce que nous pouvons dire autour de cette taxe-là, c'est déjà que cette taxe a été instituée au Togo depuis les années 95. Et de manière générale, c'est un impôt qui frappe la consommation du revenu ou encore la consommation du ménage. C'est-à-dire que tout individu en terre togolaise qui consomme des biens ou bien consomme des services, il est a priori amené à payer ce qu'on appelle la TVA. Et dans cette consommation-là, il faut dire que, étant donné que les individus à eux-mêmes venir individuellement auprès de l'Office togolais des recettes ou du Trésor public reverser cette TVA-là qui est calculée sur leur consommation, et donc l'État, en termes d'obligation, l'État a mis à charge des contribuables, des entreprises professionnelles qui sont dites entreprises assujetties redevables, donc de collecter cette taxe-là auprès de ces ménages-là pour le compte de l'OTR ou du Trésor public. Voici ce qu'on peut dire de manière générale sur la taxe sur la valeur ajoutée. D'accord. Et nous entendons également dire que la TVA est un impôt qui est payé par le dernier consommateur. Exactement. Véritablement, cette TVA-là, comme nous venons de le dire, c'est étant donné que c'est un impôt sur la consommation, donc cet impôt est finalement supporté par le consommateur final, c'est-à-dire celui qui consomme le bien en dernier ressort. Okay. Voilà. Alors, quel est le champ d'application de la TVA? En ce qui concerne le champ d'application de la TVA, nous pourrions distinguer quelques éléments de ce champ d'application-là. Nous parlerons dans un premier temps des opérations imposables. Et en termes d'opérations imposables, nous avons deux catégories d'opérations. Nous avons ce qu'on appelle les livraisons de biens meubles corporels, d'une part, et ce qu'on appelle également les prestations de services. Il faut dire que tout ce qui est lié aux obligations de déclaration de TVA, aux obligations auxquelles sont assujetties les entreprises qui sont censées déclarer la TVA, sont contenus dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Et donc, à ce titre, en termes d'opérations imposables, nous avons, comme je viens de le dire, les opérations de livraison de biens meubles corporels. Et on entend par opération de livraison de biens meubles, c'est donc le transfert de propriété d'un bien, un bien qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Par exemple, cette fleur qui est devant nous, voilà, lorsque je prends cette fleur-là et que je vous la revends, moyennant le paiement, voilà, d'un certain prix. Donc cette opération-là est une opération de livraison de biens meubles corporels. Et cette opération-là, elle entre dans le champ d'application de la TVA lorsque elle est effectuée par un assujetti qui agit en tant que tel. Et l'autre opération, ce sont les prestations de services. Comme vous pouvez le voir, les prestations de services, ce sont des contrats dans lesquels, moyennant une certaine rémunération, une partie s'engage à rendre un service rémunéré à telle ou telle autre partie. Voici ce qu'on peut dire en termes d'opération sur le champ d'application. Maintenant, également, il faut préciser que par rapport à la TVA, ce n'est pas tout le monde qui est supposé collecter cette TVA. Ce n'est pas parce que je suis contribuable, j'ai fait ma création au CFE que je peux de facto me mettre à collecter une TVA, voilà, à tout vent. Okay. Et en ce sens-là, il y a trois mécanismes, si je peux le dire ainsi, trois mécanismes. C'est que dans un premier temps, il faut distinguer les opérations qui sont faites de plein droit. Les opérations qui sont faites de plein droit, c'est-à-dire ce sont les opérations de livraison de biens meubles corporels et de prestations de services
qui sont faites par les assujettis et qui, voilà, ces assujettis-là ont un chiffre d'affaires qui excède 100 millions de francs. Le seuil d'assujettissement à la TVA par le passé, c'était de 60 millions de francs. Et aujourd'hui, en 2025, depuis le 1er janvier 2005, ce seuil d'assujettissement est passé à 100 millions. Ça, c'est le premier élément. Ce sont les opérations qui sont assujetties de plein droit. Le deuxième cas, c'est que certaines activités, compte tenu de leur nature ou bien compte tenu de leur spécificité, et donc le législateur a décidé que quel que soit le chiffre d'affaires, tous les contribuables exerçant dans ces domaines d'activité-là sont censés facturer, collecter la TVA pour le compte de l'État. Essentiellement, ce sont les activités d'expertise comptable, les activités d'avocat, tous ceux qui sont titulaires de chargé office, les consignataires, etc., etc. Et maintenant, le troisième volet, c'est tous ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA parce que réalisant une activité que la loi a décidé, quel que soit le chiffre d'affaires, d'assujettir à la TVA. Également, ceux dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les 100 millions, mais qui estiment que le régime du réel avec TVA est plus adapté compte tenu de leur activité. Donc la loi leur permet d'opter, c'est ce qu'on appelle généralement l'option, la loi leur permet d'opter pour être assujetti au régime du réel avec TVA. Voici ce qu'on peut dire de manière synthétique en ce qui concerne le champ d'application en matière de la TVA. D'accord. Je pense que vous avez en même temps parlé des opérations assujetties à la TVA. Exactement. Et donc, pour récapituler les trois catégories dont vous avez parlé, les personnes réalisant les activités de plein droit, voilà, avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs. Donc, dès que votre activité a un seuil qui dépasse 100 millions, automatiquement, vous devez commencer par facturer la TVA. La deuxième dès catégorie. Le mois qui suit, voilà le dépassement de ce seuil de 100 millions. Ok. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas au régime de la TVA, dès que votre chiffre d'affaires dépasse 100 millions, oui, automatiquement, vous rentrez dans la catégorie des personnes assujetties à la TVA. Exactement. Et la deuxième catégorie? C'est la catégorie des activités qui, quel que soit le chiffre d'affaires, la loi a décidé d'assujettir à la TVA. Notamment les titulaires de chargé office, les experts comptables, les notaires, les avocats. Là, ce n'est pas un choix qui s'offre à vous, c'est d'office. C'est d'office. D'accord. Déjà, la création de la structure, vous êtes d'emblée au régime du réel avec TVA, quel que soit votre chiffre d'affaires. D'accord. Et donc, la troisième catégorie, c'est l'option. Voilà, c'est la catégorie de ceux qui ne sont pas concernés par les deux précédentes catégories, mais qui choisissent librement, compte tenu de l'activité qu'ils font, voilà, d'opter pour collecter la TVA pour le compte du Trésor public. D'accord. Merci. Alors, quel est le taux de la TVA applicable au Togo? Parlant du taux, le taux en vigueur, c'est un taux unique de 18% qui frappe toutes les activités, voilà, assujetties à la TVA, que ce soit une livraison de biens meubles corporels ou que ce soit une opération de prestation de services. D'accord. Alors, ayant parlé des activités assujetties à la TVA, est-ce qu'il y a des activités ou opérations qui sont exonérées de la TVA? Bien sûr. La loi a décidé, compte tenu du caractère de certaines activités, de les sortir du champ d'application de la TVA. Et c'est pour cela qu'on parle même d'opérations exonérées. Et à titre d'exemple d'opérations exonérées, vous verrez que les activités réalisées par les cantines scolaires sont des activités qui sont exonérées de la TVA. Également, les activités qui subissent déjà un autre impôt indirect sont également exonérées de la TVA, notamment les activités liées à l'assurance qui supportent déjà la taxe sur les conventions d'assurance, les activités liées aux banques qui supportent déjà la taxe sur l'activité financière. Ces activités sont exonérées de la TVA. Également, les activités d'enseignement
que ce soit du primaire, le secondaire, universitaire, ces activités également sont exonérées de la TVA. On peut également ajouter les consultations médicales, les analyses, qui sont également des activités exonérées de la TVA. Okay. Il faut dire que il existe une liste exhaustive de ces activités-là. Donc, les articles 180 et 181 du Code général des impôts orientent le contribuable afin qu'il sache concrètement ce qu'est, quelle activité ou bien quelle opération est exonérée de la TVA. D'accord. Alors, nous avons entendu parler de la TVA collectée, de la TVA déductible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes? Bien évidemment, la TVA, c'est un mécanisme qui se passe en cascade. Avant de parler de la TVA collectée, de la TVA déductible, ou encore de la TVA due, ou bien de la TVA payée, permettez-nous de rappeler un peu qui sont ceux qui sont censés collecter la TVA. Okay. Aujourd'hui, voilà, tous ceux qui sont censés collecter la TVA, c'est essentiellement les contribuables qui sont au régime du réel avec TVA. C'est-à-dire que sur leur carte d'immatriculation fiscale, ils sont identifiés et ils ont comme régime fiscal le régime du réel avec TVA. Ensuite, on peut dire également que exceptionnellement, il se peut que des contribuables ne relevant pas du régime du réel avec TVA soient amenés à facturer la TVA lors de leurs activités. Et pour ces cas exceptionnels-là, la loi prévoit donc que ces derniers, du seul fait de la facturation, sont donc redevables de cette TVA. Et donc, ils doivent donc reverser cette TVA-là en intégralité au trésor public. Voici la précision que je voulais apporter avant d'aborder ce qui concerne même les opérations liées à la déclaration de TVA. Il faut dire que l'obligation de déclaration de TVA, c'est une obligation mensuelle qui incombe à tous les contribuables qui sont au régime du réel avec TVA. Et le mécanisme, il est simple. Comment cela se passe? C'est qu'en amont, le contribuable, si nous prenons l'exemple d'un commerçant, donc quelqu'un qui fait des opérations de livraison, bien de vente de biens, etc. Donc le commerçant, en amont, lorsqu'il veut acheter sa marchandise auprès de son fournisseur, donc le fournisseur lui vend la marchandise, et sur cette marchandise-là, le fournisseur applique une TVA de 18% sur la marchandise. Donc cela, si nous prenons une marchandise achetée hors taxe à 10 000 francs, donc le fournisseur applique 18% sur les 10 000 francs, ce qui fait 1800. Et donc le contribuable paie 10 000 plus 1800 à son fournisseur. Et ça fait 11 800 qu'il règle à son fournisseur. Donc à cette étape, le contribuable qui est client de son fournisseur, il a déjà supporté une TVA. Cette TVA-là qu'elle a supportée, c'est une TVA qui, du côté du fournisseur, est appelée une TVA facturée, mais du côté du client à qui la vente a été réalisée, donc c'est une TVA qui est une TVA déductible, qu'il pourra déduire sur ses prochaines déclarations. Et donc, en continuant dans cet exemple-là, ce même contribuable qui vient d'acheter des marchandises auprès de son fournisseur, lorsqu'il va vouloir les revendre à ses clients, et donc il va prendre son prix d'achat hors taxe sur lequel il va augmenter sa marge bénéficiaire. Si nous estimons qu'il augmente une marge de 100%, ce qui fait que ça devient 2000 francs, et donc sur ces 2000 francs, il va à son tour appliquer une TVA de 18% sur ses clients à lui. Donc ces 18% sur les 2000 francs feront 3600 francs. Et cette TVA-là qu'il applique sur ses clients, c'est ce qu'on appelle la TVA facturée.
pour notre contribuable qui avait déjà acheté les marchandises auprès de son fournisseur et le fournisseur lui avait fait une facture. Donc, la TVA mentionnée sur la facture de son fournisseur, c'est une TVA déductible pour l'entreprise. Maintenant, la TVA qui est facturée par cette entreprise-là à elle, à ses clients, est ce qu'on appelle la TVA facturée. Maintenant, dans les obligations, c'est que au terme d'un mois écoulé, nous sommes en octobre, au terme du mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, au plus tard, dans les 15 premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire au plus tard le 15 décembre, donc le 15 novembre. Voilà, le 15 novembre, pardon. Le contribuable est censé procéder à la déclaration de TVA. Et pour faire cette déclaration-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il prend la TVA qu'il a collectée, dans notre cas précédent, 3 600 francs. Il défalque le montant de la TVA qu'il avait supporté auprès de son fournisseur, les 1800. Donc, il va en résulter une TVA nette à payer de 1800 qui sera déclarée à l'OTR et qui sera suivie de paiement. Et il faut le noter, dans certains cas, il pourrait arriver que la TVA qui a été facturée au client soit inférieure à la TVA qui nous a été facturée par notre fournisseur. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans une situation où l'État doit à l'entreprise une certaine TVA. C'est ce qu'on appelle couramment les crédits de TVA. Mais que ce soit une TVA débitrice ou une TVA créditrice, le contribuable est quand même tenu de faire la déclaration. Et pour les cas où c'est une TVA qui est créditrice, le contribuable peut répercuter cette TVA-là sur ses déclarations ultérieures. Voici ce qu'on peut dire en résumé par rapport à la chaîne en ce qui concerne la TVA. Et il faut le préciser, c'est que l'entreprise qui est collectrice de la TVA, pour l'entreprise qui est collectrice de la TVA ne constitue aucunement une charge pour elle. Tout ce qu'elle fait, c'est donc de collecter cette taxe-là pour le compte de l'État. Puisque, in fine, la TVA, on l'a dit au début de l'émission, elle est définitivement payée par le dernier consommateur, le consommateur final. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des obligations comptables spécifiques à la gestion de la TVA? Parce que vous avez tout à l'heure parlé des factures. C'est une très belle question. Et déjà, nous le faisions remarquer, c'est que les entreprises qui sont censées collecter la TVA, de base, ce sont les entreprises qui sont au régime du réel avec TVA. Et le régime du réel suppose donc qu'on est au système normal de comptabilité. Et donc, tous les contribuables qui sont au régime du réel, donc au système normal de comptabilité, sont assujettis à certaines obligations comptables, notamment les enregistrements des opérations au jour le jour, la comptabilisation des différentes opérations et la tenue d'un grand livre, la balance, etc., etc., les relevés. Et toutes ces obligations-là incombent aux contribuables. Parce qu'il faut le dire, lorsque nous parlons de la TVA déductible, si nous voulons entrer un peu plus dans le fond de la chose, c'est que de base, le droit de déduction s'exerce dès lors que la TVA, elle devient exigible chez le fournisseur. Et ce droit de déduction-là, il faut de base le comprendre, c'est que en ce qui concerne la TVA, lorsque vous facturez la TVA à 100% sur vos opérations à vos clients, cela suppose que vous pouvez également déduire à 100% la TVA qui vous a été facturée par vos fournisseurs. Donc, c'est pour dire que lorsque vous réalisez des opérations qui sont en partie taxables et en partie non taxables, donc la déduction, vous ne pourrez pas l'opérer à 100%. Donc là, il y a une quote-part pour laquelle vous pourrez déduire cette TVA-là. Aussi, il faut le préciser, toute TVA qui vous a été facturée par votre fournisseur n'est pas déductible parce qu'il y a des exclusions du droit de déduction. La loi a dit que spécifiquement pour certaines activités,
voilà, vous ne pouvez pas procéder à la déduction. Et donc, généralement, dans ces cas-là, les entreprises sont censées comptabiliser cette charge-là, TTC, dans leur charge. Ok. Donc, voilà. Alors, dans l'exemple que vous venez de donner précédemment, vous avez dit que la déclaration de la TVA se fait au plus tard le 15 du mois suivant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions lorsque le contribuable omet la déclaration ou observe un retard dans la déclaration de la TVA? Il faut le dire, tout ce qui est obligation, déjà le terme en dit long, tout ce qui est obligation suppose donc une sanction qui est liée à la non-observation de cette obligation-là. Et en matière de TVA, il y a deux sanctions. On peut le dire ainsi, il y a deux sanctions. Tout d'abord, lorsqu'au-delà du délai, notamment le 15 du mois suivant le mois au cours duquel les opérations ont été réalisées, lorsque au-delà du 15, vous n'avez pas souscrit votre déclaration de TVA au titre du mois écoulé, il y a d'abord une pénalité de défaut de déclaration dans le délai qui est de 50 000 francs, qui est à la charge du contribuable. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que lorsque, après le 15, après la date d'échéance, vous venez souscrire à votre déclaration de TVA, au cas où cette déclaration de TVA elle est payante, vous subirez également une pénalité de retard en ce qui concerne le paiement de cet impôt-là, qui est de... Et aussi, il faut dire que l'administration a cette prérogative-là pour pouvoir s'assurer que les déclarations sont réalisées. Ce qui fait qu'après la date d'échéance, le contribuable, il est bien évidemment relancé par téléphone pour qu'il puisse souscrire à sa déclaration. Maintenant, si après cette relance amiable, la déclaration n'est toujours pas souscrite, l'administration fiscale envoie au contribuable un document qui est appelé la mise en demeure. Et c'est un document qui fait sommation au contribuable de déclarer, de s'acquitter de sa déclaration de TVA dans les 15 jours qui suivent la réception de ce document. Et donc, au-delà de ces 15 jours, si le contribuable ne fait toujours pas sa déclaration, donc les procédures continuent. Donc, l'administration fiscale peut être amenée à faire une taxation d'office et sur laquelle les pénalités vont jusque dans l'ordre de 40% des droits dus. Voici un peu ce qu'on peut dire en termes de sanctions liées au défaut de déclaration de TVA. Déjà, dès lors que l'échéance passe, la pénalité de défaut de déclaration dans les délais de 50 000 francs par déclaration, elle est déjà due par le contribuable. Ensuite, si c'est une TVA qui amène, si c'est une déclaration qui amène à un paiement, donc il y a une autre pénalité qui s'ajoute également à cette pénalité-là. D'accord. Merci bien, M. Agbodjan. Nous sommes donc sur le plateau des MDF et nous parlons aujourd'hui des procédures de déclaration de la TVA. Nous allons observer une petite pause publicitaire et nous allons revenir donc pour poursuivre cette émission. Nous sommes en train de parler aujourd'hui des procédures de déclaration de la TVA et nous avons comme invité M. Agbodjan Hoïdé-Mouadote, le chef session gestion des déclarations de la division des opérations fiscales du Golfe 7. Alors, M. Agbodjan, nous avons parlé de la TVA. Alors, nous allons parler maintenant de la déclaration proprement dit. Comment se fait la déclaration de la TVA? La déclaration de la TVA se fait au mois le mois. C'est-à-dire qu'au titre des opérations d'un mois donné, à la fin d'un mois écoulé, l'ensemble des opérations, que ce soit avec les clients ou avec les fournisseurs, ces opérations-là doivent être comptabilisées et déclarées au plus tard le 15 du mois suivant le mois au cours duquel ces opérations ont été réalisées. Il faut dire que le 15, la date d'échéance, c'est une date limite
Parce que parfois, il y a cet amalgame-là où certains se disent que c'est à partir du 15 qu'ils sont censés déclarer. Donc, c'est au plus tard. Au plus tard, le 15 du mois suivant. Et avant de procéder à la déclaration, il faut dire que la TVA qui est déclarée essentiellement, lorsqu'on parle de la TVA facturée, la TVA qui est déclarée, c'est cette TVA-là qui est déjà exigible. Donc, une TVA exigible, c'est une TVA que le Trésor est en droit de vous réclamer. Okay. Et compte tenu de la forme de l'activité qui est réalisée, cette exigibilité-là peut varier. Lorsque nous sommes dans une opération de livraison, c'est-à-dire achat et revente, lorsque nous sommes dans une opération de livraison, dès que je livre la marchandise à mon client, la TVA, elle est déjà exigible, que mon client m'ait réglé la TVA ou pas. Donc, lorsque je suis dans une activité de livraison de biens meubles corporels, et la TVA, le Trésor est en droit de me réclamer la TVA facturée dès lors que j'ai livré la marchandise à mon client, qu'il m'ait payé ou pas. Alors que lorsqu'on se situe dans les opérations de prestation de services, c'est à partir du moment où mon client a réglé ma facture, à partir du moment où il y a eu règlement, que le Trésor est en droit de me réclamer cette TVA-là. Donc, c'est à partir de ce moment-là que cette TVA facturée-là, je dois pouvoir la déclarer. Également, en termes de prestation de services, ce n'est pas seulement pour les cas où j'ai déjà réalisé la prestation et qu'on me paye. Lorsque je reçois des avances, des acomptes, donc ces avances et acomptes pour un contribuable qui est au régime du réel avec TVA, donc ces avances et acomptes sont supposés être des avances et acomptes TTC. Donc, la partie de la TVA qui est imputable sur ces avances-là, elle est immédiatement due. Et donc, pour revenir à la déclaration, comme je le disais, la TVA facturée qui est déclarée, c'est cette TVA-là qui est déjà exigible. C'est-à-dire cette TVA-là que le Trésor est en droit de réclamer au contribuable qui l'a facturé. N'oublions pas que pour la déclaration de TVA, nous avons dit qu'on a d'une part la TVA qui est facturée au client et d'autre part, il y a la TVA qui a été facturée à l'entreprise par son fournisseur. Et donc, en ce qui concerne la TVA déductible ou bien la TVA récupérable, donc celle qui a été facturée par le fournisseur de l'entité qui est au réel avec TVA, donc la déduction également s'opère dans le mois de comptabilisation, voilà, le mois de comptabilisation. Et comme je le disais, le droit à déduction naît dès lors que la taxe devient, c'est-à-dire que si le Trésor public peut déjà exiger de mon fournisseur le paiement de la TVA, et donc de la même manière, moi je peux procéder à la déduction de cette TVA-là. Voilà. Et donc, par quel moyen est-ce que le contribuable déclare la TVA auprès de l'administration publique, l'administration fiscale? La déclaration de TVA aujourd'hui est essentiellement et uniquement faite sur la plateforme d'Imana. Donc, c'est une déclaration qui est faite en ligne et par le contribuable lui-même. Il faut dire que depuis fort longtemps, les contribuables qui relèvent des grandes entreprises et des moyennes entreprises ont, depuis des années, ont cette habitude-là de faire cette déclaration-là directement en ligne. Et c'est à partir de cette année, notamment depuis mai 2025, que cette déclaration de TVA en ligne a été élargie à tous les contribuables qui sont assujettis à la TVA. Et il faut le dire, c'est depuis le mois de septembre que cette déclaration, parce que déjà en mai, des opérations de communication, de sensibilisation, de formation ont été réalisées à l'endroit des contribuables pour leur faciliter la tâche, leur expliquer le nouveau mécanisme, les avantages qu'il confère
Et c'est à partir du mois de septembre passé que cette déclaration de la TVA a été rendue obligatoire pour tous les contribuables de l'Office togolais de recettes qui relèvent du régime, voilà, du réel avec TVA. Alors donc, et pourquoi, si on peut savoir pourquoi est-ce que l'administration fiscale a décidé de rendre cela obligatoire à tous les contribuables? C'est une très belle question. Il faut dire que pour toute administration qui se veut performante, les mesures liées aux téléprocédures permettent de diminuer les coûts liés au service fiscal. Et donc, c'est d'être plus proche du contribuable, c'est de réduire les coûts pour le contribuable, c'est également réduire les files d'attente. Lorsque la déclaration pour les petites entreprises se faisait, où le contribuable devait remplir un formulaire à la main, se rendre dans un service des impôts, et avec autant d'affluence, il pouvait patienter toute une journée juste pour se faire déclarer sa TVA. Donc, c'est vu tous ces éléments-là que l'Office togolais des recettes a jugé utile donc de mettre à disposition de tous les contribuables qui sont assujettis à cette déclaration de TVA-là, cette plateforme pour leur faire gagner du temps, de l'énergie et aussi surtout éviter les erreurs. Parce que par le passé, le risque c'était que le contribuable peut remettre à un agent, voilà, la déclaration, bien sous prétexte qu'il y avait une file d'attente, il peut demander à l'agent de le faire pour lui après que la file soit dissipée. Et puis le risque, c'est que cette TVA-là ne soit pas faite ou bien que cette déclaration-là se fasse sur le niveau de quelqu'un d'autre avec tout ce risque d'erreur-là. Aujourd'hui, le contribuable se connecte à la plateforme d'Imana, il se connecte avec ses identifiants et avec son niveau professionnel. Et donc, ces erreurs-là sont limitées. D'accord. Alors donc justement, parlant de d'Imana, vous venez de le dire, pour ceux qui étaient donc à la DGE et à la DME, ils sont déjà habitués, mais pour certains, c'est tout nouveau. Comment fait-on pour avoir un compte d'Imana? Pour avoir un compte d'Imana, il faut tout simplement remplir le formulaire de création de compte d'Imana. Et pour remplir ce formulaire est téléchargeable sur le www.otr.tg, où la version imprimée de ce formulaire est disponible dans toutes les divisions des opérations fiscales de l'OTR, de Lomé à Saint-Cassé. Et à cet effet, le contribuable remplit le formulaire. Et une fois le formulaire rempli, avec les différentes informations, les agents des services gestionnaires sont à la disposition des contribuables pour leur dire ce qu'il faut exactement remplir, quelles sont les cases à cocher. Et sur le formulaire, il y a également une case qui demande si celui qui remplit ce formulaire a été une fois formé sur l'application. Donc, ce qui permet, in fine, dès que le compte est créé, donc, de pouvoir programmer des séances de formation pour ceux qui ne sont pas encore formés. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'utilisation du compte d'Imana est calquée sur l'individu. C'est-à-dire que si Monsieur X, il est propriétaire d'une entreprise et qu'il veut créer un compte d'Imana pour l'entreprise, donc le compte d'Imana, il est d'abord créé pour Monsieur X. Et donc, à ce compte d'Imana créé au Monsieur X, se greffe maintenant l'entité pour laquelle il doit pouvoir faire les différentes déclarations. Ce qui veut dire que Monsieur X, il peut avoir 10 entreprises, donc on ne va pas lui créer 10 comptes d'Imana. Il va avec son seul compte particulier. Il demande juste que l'informatique rattache à ce compte particulier-là toutes les structures professionnelles qu'il est censé gérer. Et une fois que c'est fait, les informations remplies, donc le compte d'Imana est généré avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et une fois que c'est fait, lorsque le contribuable veut maintenant procéder à sa déclaration de TVA, par exemple sur la plateforme d'Imana, il suffit d'aller sur le site de l'OTR, de cliquer sur d'Imana. Donc la plateforme s'ouvre, le contribuable renseigne ses informations d'identification, notamment le nom du compte d'utilisateur, puis le mot de passe, et
le NIF professionnel pour lequel la déclaration doit être réalisée. Une fois que c'est fait valider, puis la plateforme s'ouvre et le contribuable peut maintenant procéder à sa déclaration. Il faut également ajouter que ce n'est pas seulement la TVA qui est un impôt déclaré en ligne. Il faut dire que tout ce qui est contribuable, qui relève du régime du réel, tous les impôts qu'ils doivent payer doivent désormais passer par Dimana et donc par la déclaration en ligne. Nous continuons donc notre émission, Monsieur Agbodjan. Quels sont donc, après la déclaration bien sûr, quels sont les moyens de paiement électronique mis à la disposition du contribuable donc, pour payer la TVA? S'agissant de la possibilité de paiement de la TVA qui a été déclarée, les contribuables ont la possibilité de payer avec les opérateurs Mobile Money, notamment Miss Bayas ou Flouz, ou encore ils ont la possibilité de payer à travers les banques partenaires de l'Office togolais des recettes, notamment l'UTB, la BTCI et tous les autres. D'accord. Alors, vous en avez déjà parlé un peu plus haut, mais de façon sommaire, quels sont les avantages pour les contribuables d'utiliser donc la plateforme de déclaration en ligne de la TVA? Comme je le disais tantôt, déjà c'est la célérité, un gain de temps pour le contribuable, parce qu'au lieu de passer toute une journée pour faire une déclaration de TVA, qui peut être une déclaration néante par exemple, il peut juste en 3 clics rapidement faire sa déclaration là et l'envoyer directement à l'OTR. Également, ce sont les risques liés aux erreurs et inexactitudes. Et donc, le contribuable, il déclare en toute âme et conscience sur la base des informations qu'il a. Voilà un peu les avantages qu'on peut énumérer pour le contribuable. D'accord. Donc, autant nous avons parlé de l'avantage pour le contribuable, nous allons également parler des avantages pour l'administration fiscale. Et donc, quels sont les avantages pour l'administration fiscale donc, de cette procédure dématérialisée? Oui, les avantages déjà en termes de ressources humaines. Cela suppose donc que les ressources humaines qui étaient utilisées, ne serait-ce que pour faire ces déclarations-là manuellement ou bien directement dans le système, ces ressources-là peuvent être orientées à d'autres activités. Également, il faut dire que lorsque la déclaration se fait dans un seul et même système, donc en ligne, ça facilite donc les recoupements. Donc ça permet également de lutter contre la fraude, ça permet également de maîtriser donc la collecte de la TVA. Voici quelques enjeux, quelques avantages qui sont liés à cette déclaration en ligne-là et qui voilà, sont au profit de l'administration fiscale. D'accord. Alors, avec la plateforme de déclaration en ligne, notamment Dimana, est-ce que le contribuable a la possibilité de suivre l'historique de cette déclaration et contrôler ses paiements en ligne? Tout à fait, tout à fait. Sur la plateforme, le contribuable a l'onglet déclaration et puis l'onglet paiement. Et dans l'onglet déclaration, il peut consulter les déclarations qu'il a eu à faire avec le statut de ces déclarations-là pour voir si ces déclarations ont été publiées et payées ou bien est-ce que ces déclarations n'ont pas encore fait l'objet de publication ou si encore il y a une dette qui lui incombe. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est que ce même système-là puisse permettre d'avoir l'historique tant en termes de déclaration qu'en termes de paiement des impôts par le contribuable. Et permettez-moi de préciser ici que par rapport à la déclaration sur Dimana, il faut dire que cette déclaration-là se passe généralement en 2 étapes. La première étape, c'est l'étape où le contribuable initie sa déclaration. Et une fois cette déclaration initiée, elle a dans le système un statut de brouillon. Et cette déclaration sous ce statut de brouillon n'est pas encore visible par l'administration fiscale. Ce n'est qu'à partir du moment où le contribuable procède à la publication de la déclaration, que cette déclaration est envoyée vers l'administration fiscale et que cette déclaration-là peut
être considéré comme ayant été réalisé par le contribuable. Et pour suivre réellement cette activité-là, les contribuables, le menu consultation des déclarations publiées peut permettre aux contribuables de suivre l'état de ces différentes déclarations, de savoir que la déclaration au titre de tel mois, je ne le retrouve pas dans mes déclarations publiées, donc cela suppose que je ne suis pas allé au bout de la procédure de déclaration. D'accord. Nous avions parlé un peu plus haut des sanctions lorsque le contribuable observe un retard ou alors omet de déclarer la TVA. Quelles sont les méthodes utilisées par l'administration fiscale pour effectuer un contrôle de la déclaration de la TVA auprès des entreprises? C'est une belle question et il faut dire que l'administration fiscale bénéficie de certaines prérogatives parce que le système fiscal togolais, c'est un système qui est déclaratif, auto-liquidé et assorti d'une obligation de paiement spontané de l'impôt qui est dû par le contribuable. Et le corollaire, la résultante de ce système déclaratif-là, c'est que l'Office togolais des recettes en tout cas, dispose de prérogatives pour venir contrôler l'exactitude et la sincérité de ces déclarations-là qui sont souscrites. Donc, pour parler des méthodes et moyens qui permettent de contrôler la TVA, donc c'est l'exercice des prérogatives de contrôle fiscal. Ça peut être une vérification générale de comptabilité, ça peut être un contrôle sur pièces, ça peut être également une vérification partielle, une vérification ponctuelle sur la TVA. Quelques méthodes qui sont utilisées. Également, il y a les enquêtes qui peuvent être menées pour permettre de rechercher tout ce qui est infraction en ce qui concerne les obligations de facturation, de déclaration en matière de TVA. Et comme je le dis, le contrôle fiscal qui vient contrôler l'exactitude et la sincérité des déclarations qui sont faites de bonne foi par le contribuable. Donc, à l'issue de ce contrôle-là, si des manquements sont trouvés, bien certaines manœuvres sont révélées, il en va donc que des sanctions accompagnent ces droits qui avaient été éludés. D'accord. Et donc, toujours dans le sens du contrôle, quels sont les documents que le contribuable doit conserver pour faciliter le contrôle? Oui, parlons des documents, on l'avait déjà dit, ce sont les factures fournisseurs et les factures clients. Et les factures fournisseurs, puisque ces factures fournisseurs sont utilisées par le contribuable pour déduire la TVA, il faut que ces factures-là respectent les conditions de déductibilité. Bon, cet aspect, ce n'est pas un aspect à voir pendant un contrôle, mais c'est plutôt au fur et à mesure que les déclarations sont faites. Avant de faire une déclaration, donc s'assurer que les éléments qui doivent figurer sur une facture, qui doit permettre sa déduction, que ces éléments y figurent notamment le NIF du fournisseur, la vignette TVA, la mention distincte du montant de la TVA sur la facture. Parce qu'il faut le dire, pour une facture fournisseur, le contribuable ne peut pas venir faire une règle de 3 pour déterminer la TVA qui lui a été facturée et se permettre de la déduire. Il faut que ce montant soit mentionné de manière distincte sur la facture. Et également, en ce qui concerne la facture, déjà également la date d'établissement de la facture. Parce qu'il y a également une condition de temps qui rend irrecevable une TVA qui avait été supportée sur la base d'une facturation d'un fournisseur. Donc, les éléments essentiels, ce sont les factures, que ce soit les factures clients ou fournisseurs, les documents, si ce sont des importations, puisque la TVA, elle est collectée lors du franchissement du cordon douanier. Donc, les documents d'importation qui mentionnent distinctement une TVA qui a été collectée, bien une TVA qui a été payée au cordon douanier. Donc, ces pièces-là doivent également être consolidées. Également, lorsqu'on prend un prestataire ou bien même quelqu'un qui fait des livraisons de biens meubles, comme je le disais, pour un prestataire, l'exigibilité de la TVA, c'est
lorsqu'il y a eu un encaissement, que ce soit avant ou après la réalisation de la prestation. Donc, ces encaissements-là doivent être retracés, soit sur le relevé bancaire, etc. Par tous les moyens de paiement, ce sont des chèques. Donc, tout cela doit pouvoir être retracé et conservé. Également, tout ce qui est document comptable qui est prescrit par le référentiel Cisco-WADA, le contribuable doit pouvoir le tenir, le garder, surtout en ce qui concerne ces documents-là, ils doivent le garder pour une période de 10 ans. Parce qu'à tout moment, on peut toujours requérir de ces différents documents-là, donc dans le cadre d'un contrôle fiscal en matière de TVA. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Agbodjan, pour toutes les réponses que vous apportez à nos questions. Nous sommes sur le plateau des mercredis du fisc et nous parlons aujourd'hui des procédures de déclaration de la TVA. Nous arrivons lentement, mais très sûrement vers la fin de cette émission. Nous allons encore souffler un tout petit peu en pause publicitaire et nous allons revenir donc pour la dernière partie de cette émission. Bonjour madame. De la TVA. Alors, Monsieur Agbodjan, vous avez fait plusieurs fois fait mention des factures assujetties. Alors, quelles sont les mentions obligatoires sur une facture assujettie à la TVA? Pour une facture qui est délivrée et sur laquelle une TVA est facturée, le premier élément, ce sont les informations d'identification de l'entreprise qui est en train de facturer la dite TVA, notamment le numéro d'identification fiscale qui est un numéro à 10 digits qui commence généralement par le chiffre 1. Ensuite, tout ce qui est information générale sur l'entreprise qui collecte cette TVA-là, c'est-à-dire son nom commercial, sa dénomination sociale, son régime fiscal, son numéro de RCCM, ses comptes bancaires, tout ce qui est lié à une facture commerciale comme le prévoit le référentiel comptable. Donc tous ces éléments-là doivent figurer sur cette facture. Le deuxième élément, c'est la vignette TVA. Donc par le passé, l'Office togolais des recettes commercialisait des carnets de factures pour ceux qui sont appelés à facturer la TVA et les vignettes pour ceux qui sont appelés à faire leur propre facture. Et donc ces vignettes-là étaient apposées directement sur les factures qui sont réalisées par les entreprises collectrices elles-mêmes. Aujourd'hui, les carnets de factures normalisés facturant la TVA ne sont plus commercialisés. Et donc il faut dire que de manière générale, toute facture sur laquelle une TVA est facturée doit porter une vignette TVA. La vignette TVA, c'est un petit carré en aluminium sur lequel il y a le logo de l'ETR et puis un petit numéro qui permet d'identifier la vignette qui est apposée sur la facture. Et le troisième élément également, c'est que le montant de la TVA doit être inscrit de manière distincte sur la facture. Voici quelques mentions essentielles que doit porter une facture sur laquelle est mentionnée une TVA. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la vignette. Alors, où peut-on rapidement acheter une vignette, les vignettes de la TVA? Parlons des vignettes. Les vignettes sont commercialisées pour le Grand Lomé. Essentiellement, les vignettes sont commercialisées au siège de l'OTR, si en face de l'ambassade des États-Unis, dans le bâtiment annexe B. Et pour l'achat de cette vignette-là, il faut se munir de la carte d'immatriculation fiscale en cours de validité ou encore la carte de création d'entreprise, la carte CFE. Il faut également se munir de la copie de la pièce d'identité du premier responsable et du cachet de l'entreprise. Donc, une fois sur place, il y a un formulaire à remplir, à cacheter et la vignette vous est vendue. Maintenant, pour toutes les autres localités hors Grand Lomé, les vignettes sont vendues dans les divisions ou bureaux des opérations fiscales sur toutes les du territoire. Mais pour acheter une vignette, il faut, comme on le dit, c'est sur la TVA qui sont censés apposer ces vignettes-là sur leur facture. Et donc, il faut
au préalable être un assujetti, donc quelqu'un qui est au régime du réel avec. Il peut arriver qu'un contribuable émette une facture sans TVA sur une opération alors que l'opération est taxable de la TVA. Ok, nous allons essayer de reformuler la question, c'est-à-dire que vous souhaitiez savoir si un contribuable qui est normalement assujetti redevable, donc qui est au régime du réel avec TVA, Voilà. est-ce qu'il peut décider de ne pas facturer la TVA sur une opération? Est-ce bien ça la question? Ou alors de facturer, mais de ne pas mentionner ça sur la facture. Oui, déjà, il faut dire que la TVA, puisque c'est un mécanisme, puisque tout au long de la chaîne, c'est le consommateur final qui la supporte. Donc, toutes les entreprises qui sont dans la chaîne de collecte de la TVA, étant donné que si je subis une facturation, je dois pouvoir la déduire. Si la TVA n'est pas déjà distinctement mentionnée sur la facture, je ne pourrai pas la déduire. Ça, c'est ce qui concerne le client à qui on remet une facture sans mention distincte de la facture. C'est-à-dire qu'une entreprise qui achète chez son fournisseur et le fournisseur ne mentionne pas distinctement la TVA dessus, pour l'entreprise, c'est qu'elle ne pourra même pas déduire cette TVA. Ça, nous l'avions déjà dit. Maintenant, le risque qu'encourt celui qui fait cette opération-là, en ne le faisant pas, c'est que le montant de cette facture-là soit déclaré comme étant TTC, et donc que l'administration fiscale lui demande donc de reverser la TVA en appliquant un coefficient de reconversion ou en considérant donc ce montant hors taxe ou bien ce montant sur lequel la TVA ne figure pas comme étant TTC. Donc la TVA est extirpée en dedans de ce montant-là. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Quelles sont donc les catégories de personnes habilitées à retenir la TVA à la source? Parlant de la retenue de la TVA à la source, il faut dire que la loi a désigné de manière distincte ceux qui sont censés opérer ces précomptes de TVA là, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire que le mécanisme, il est simple, c'est un mécanisme pour sécuriser la TVA. Cela voudrait dire que ces personnes-là qui sont habilitées lors d'une opération, donc au lieu donc de reverser la TVA à son partenaire, retient cette TVA-là qui est reversée directement à l'OTR ou bien au Trésor public. Voilà. Donc les personnes habilitées, d'abord, c'est l'État, le Trésor public, qui est habilité à faire ces précomptes de TVA là, quelles que soient les opérations, que ce soit des opérations de prestation de services ou bien les opérations de livraison de biens meubles. Entendre par livraison de biens meubles les opérations d'achat et vente de biens qu'on peut toucher. Ensuite, nous avons les précompteurs désignés, c'est-à-dire ce sont des contribuables professionnels qui ont été désignés TVA. Et pour ces précompteurs désignés là en dehors de l'État et de ces démembrements, donc ils ne sont autorisés qu'à faire le précompte sur les opérations de prestation de services. Donc lorsque c'est une opération de livraison, donc ils ne font pas de précompte. Donc c'est lorsque ce sont des opérations de prestation de services, donc ils font ces précomptes là sur le montant de TVA réglé à leur partenaire, à leur fournisseur, et ils reversent cette TVA-là au Trésor public ou bien à l'OTR. Okay. Et ce précompte-là, c'est de 50% du montant de la TVA. Donc, si un prestataire réalise pour la brasserie Bébé Lomé une prestation de service pour laquelle le prestataire envoie une facture de 10 millions, par exemple, à la Bébé, une facture hors taxe 10 millions, TVA 1,8 million. Donc, pour régler ce prestataire-là, son fournisseur, la brasserie opère un précompte de 50% des 1,8 million qui font 900 000. Et donc, la brasserie va reverser 10 900 000 à son fournisseur. Et sur une autre déclaration qui est bien distincte de sa déclaration mensuelle de TVA,
la brasserie va également procéder à la déclaration de tous les précomptes qu'elle a opérés sur la période sur ses fournisseurs à l'occasion des prestations de services qui lui ont été rendues. Et quelles sont les modalités de reversement de cette TVA retenue à la source par les entités concernées? Oui, je pense que j'ai un peu anticipé sur la question. Oui. Donc, au titre d'un mois écoulé, donc au plus tard le 15 du mois prochain, donc la TVA qui a été précomptée pour le compte des entreprises, de ses fournisseurs, l'entité précompteuse donc, doit opérer le reversement de cette TVA-là à l'OTR ou bien au Trésor public. Et il faut peut-être le préciser, cette TVA précomptée-là, comme le nom le dit, c'est un précompte de TVA. Cela suppose que c'est une retenue qui est faite et que celui qui subit la retenue doit pouvoir faire valoir sur ses déclarations. Et donc, il est fait obligation à ces entreprises qui font le précompte donc de délivrer des attestations de précompte. Ces entreprises ou encore l'État et ses démembrements, de délivrer un document qui doit pouvoir permettre aux contribuables de faire valoir cette TVA précomptée-là en déduction de la TVA, voilà, qu'elle aura à déclarer au titre de ses activités. Parce que si cela n'est pas fait ainsi, ça voudrait dire que le contribuable risquerait d'être pénalisé. Donc, pour notre cas dont nous venons de parler, où un prestataire a réalisé une prestation pour un client qui est précompteur et où l'activité même taxable fait 10 millions et que la TVA en gros fait 1,8 million. Donc pour ce fournisseur-là, sur sa déclaration de TVA au titre de ce mois qui sera faite au plus tard le 15 du mois qui suit celui-là, donc il devra déclarer dans ses activités imposables la totalité des 10 millions et liquider, et donc la TVA là déjà fera les 1,8 million. Maintenant, dans cette déduction, sur la base des attestations de précompte de TVA qui lui ont été délivrées, il pourra faire valoir cette déduction-là. Donc, ce montant viendra en diminution de la TVA qui a été facturée. J'allais justement vous demander comment est-ce que le fournisseur peut vérifier que la TVA collectée est véritablement déclarée et reversée par son client. Donc, l'attestation peut le prouver. Oui, voilà. Donc, le premier moyen, déjà, c'est comme je le disais, avec ces déclarations en ligne-là, il y a cette facilité de recoupement. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise précompteuse précompte la TVA, ne la reverse pas, et qu'elle délivre quand même l'attestation de retenue ou bien de précompte à son fournisseur, le fournisseur, il est censé le faire valoir. Et donc, lorsqu'il fait valoir ce précompte-là, donc ça donne l'information, ça permet également aux services gestionnaires, aux services syndiqués, de pouvoir faire en sorte que voilà, les droits éludés, bien tout ce qui est recette en termes de TVA et qui a été éludé puisse être recouvré pour le compte du Trésor. D'accord. Alors que nous sommes en train de parler de la déclaration de la TVA en ligne, oui. Donc une procédure dématérialisée, la plateforme d'Imana, nous savons aujourd'hui que le plus grand problème de la digitalisation, c'est le problème de la connexion. Est-ce que donc pendant le parcours de la déclaration par le contribuable, s'il est confronté à un problème, est-ce qu'il y a un support ou il y a un contact permanent qu'il pourrait contacter pour être assisté? Bien évidemment, lorsqu'on met en place ces téléprocédures-là, il faut, pour toute administration qui se veut performante, il faut ces mécanismes-là, ces outils qui permettent un tant soit peu d'alléger la tâche au contribuable et de le renforcer, cette relation de confiance-là entre lui et l'administration. Et donc, en ce qui concerne cette télédéclaration-là, le premier contact du contribuable, c'est son service gestionnaire. Entendre par service gestionnaire, la division ou bien la direction des impôts qui le gère, là où il fait ses déclarations, là où il est rattaché. Et donc, le gestionnaire est en même de mieux orienter le contribuable. Si c'est une question de formation, donc aujourd'hui c'est le cas dans tous les centres où de manière même individuelle, lorsqu'un contribuable se présente et qu'il dit qu'il a des soucis pour la déclaration, donc il est aiguillonné, il est formé, il est suivi de pas à pas pour qu'il puisse faire sa déclaration. Maintenant, si c'est un problème qui
dépasse donc le service gestionnaire. Et donc, il y a d'autres canaux, notamment le mail du support informatique qui est support/dimana@otr.tg, donc qui permet de saisir directement l'équipe informatique dans le cadre de la résolution des problèmes qui pourraient découler de l'utilisation ou bien de la mise en œuvre de ces téléprocédures. Également, il faut également le dire, on a le centre de contact de l'Office togolais des recettes qui est joignable sur les canaux, le 8201 et par mail, etc., que le contribuable peut aussi contacter pour avoir des informations, bien avoir un appui en ce qui concerne les problèmes liés à l'utilisation de la plateforme Dimana. Merci bien, Monsieur Agbodjan, pour toutes les réponses que vous avez données. Merci pour votre temps que vous avez accordé pour cette émission. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un mot donc pour nos contribuables. Oui, il faut dire que c'est d'encourager nos chers contribuables à l'utilisation de ces outils digitaux qui sont mis à leur disposition. Et également, c'est de leur dire que l'office, la relation entre l'office et eux, c'est une relation de partenariat. Et un partenariat, il est fondé sur une certaine relation de confiance. Et donc, c'est pour dire que le temps d'une émission, Mercredi du Fisc, ne pourrait en aucun cas permettre de brosser vraiment la réalité, l'intégralité de tout ce qui est obligation, de tout ce qui est voilà, obligation en termes de déclaration de TVA ou bien en termes de gestion de la TVA. Et donc, j'aimerais par ce canal donc exhorter nos contribuables à s'approcher de leur service gestionnaire, de leur gestionnaire, chaque fois qu'ils se heurtent à une difficulté, tant dans la compréhension des tests du Code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, ou tant dans la clarification des obligations qui peuvent leur être imputables à l'occasion d'une opération qui est réalisée. Et les services sont... Et les agents de l'OTR vous attendent à cœur ouvert pour répondre à toutes vos inquiétudes et à toutes vos sollicitations. Et n'hésitez pas, tous les canaux, notamment le centre de contact, le support Dimana, et les services gestionnaires, les agents des services gestionnaires sont à votre totale et entière disposition pour vous donner l'essentiel des informations qui vous permettront donc d'être voilà, dans cette relation de partenaire privilégié de l'Office togolais des recettes. Voici ce que je voulais peut-être dire à nos contribuables, à nos partenaires, et aussi dire que il revient parfois des cas où, à l'occasion d'une opération, le client peut estimer, dit à son fournisseur de ne pas lui facturer la TVA parce que lui ne veut pas la TVA ou bien juste parce qu'il est exonéré, etc. etc. C'est de dire encore une fois à nos contribuables que en ce qui concerne les exonérations, la loi le dit très clairement, il ne peut pas avoir d'exonération en dehors de ce qui est prévu par la loi. Et donc, lorsqu'un client vous dit que vous ne devez pas, ou bien qu'il n'est pas assujetti, ou bien qu'il est exonéré de la TVA, donc vous devez quand même avoir un document qui le prouve. Et ce sont des procédures qui doivent être réalisées, ce qui permet de vous sécuriser pour l'avenir. Parce qu'il faut le dire, le contrôle fiscal peut toujours venir à point nommé donc pour contrôler l'exactitude des déclarations qui sont réalisées. Et donc, pour toute inquiétude, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'OTR pour de plus amples explications et de plus amples informations. Et nous pensons qu'avec cette collaboration-là, nous pourrons en tout cas continuer à construire l'avenir de notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. Merci, Madame, Messieurs. Merci. C'est déjà la fin de cette belle aventure. Merci à vous qui nous avez